Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Lucie Passard et aujourd'hui, depuis Paris, la ville lumière, je vous ouvre une nouvelle fois les portes du podcast À Voix libre. Mon envie, découvrir des militants, des engagés, mais aussi des rêveurs, des utopistes. Arthur Germain, mon invité du jour, est de cela. Fils d'une ancienne candidate à la présidentielle et d'un député, Arthur a décidé de rompre complètement avec ce milieu politique. Aujourd'hui, il s'engage pour l'écologie et une vie simple, comme il le dit lui-même. Abstentionniste aux dernières élections, il revendique ses positions et fait partie d'une jeunesse encore peu trop prise au sérieux. J'espère que vous apprécierez sa voix libre. Bonne écoute. Salut Arthur. Salut. Ça me fait plaisir de pouvoir te tendre le micro aujourd'hui parce qu'on a pas mal échangé par téléphone et que j'avais vraiment envie que tu viennes témoigner aux autres ton message qui est vraiment différent de ce qu'on peut entendre habituellement. Alors, Arthur, déjà, de la façon dont tu le souhaites, si tu devais te présenter, tu nous dirais quoi ? Voilà, c'est toujours un moment compliqué. Moi, je me définis très souvent, en tout cas, je me définissais jusqu'à il y a quelques mois comme étant un nageur avant tout. Parce que c'est... Donc un sportif. Ouais, un sportif, mais plutôt nageur. Parce que pour moi, sportif, ça fait écho à d'autres choses. Je dis nageur parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'a défini pendant presque 20 ans de ma vie. Et donc j'étais avant tout nageur. Et puis aujourd'hui, je dirais que je suis devenu aussi aventurier et utopiste. Donc on va peut-être développer ça au fil de l'interview. Mais en gros, moi, j'ai grandi à Paris depuis tout petit. Je suis fils de politique, de Anne Hidalgo et Jean-Marc Germain. Donc c'est aussi quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et après, comme je le dis, au début de ma vie, c'était vraiment très centré autour de la natation jusqu'à mes 14-15 ans. J'ai vraiment fait presque que de la natation. Je faisais de la compétition et j'avais pas un engagement spécifique, on va dire, à ce moment-là. Et après, quand j'ai eu 14 ans, un truc comme ça, 14-15 ans, j'ai fait une dépression, une grosse dépression qui était liée à mes parents, à la natation aussi. Enfin, c'était un peu un mélange entre la crise d'ado et puis le moment où je me rendais compte qu'il y avait plein de choses intéressantes dans la vie et que je passais à côté de ça, quoi. Et du coup, cette phase de dépression m'a amené à complètement revoir ma manière, à complètement revoir. En fait, j'ai changé un peu de pratique sportive. Pour moi, c'était ma manière de sortir de cette dépression. Et c'est là où j'ai décidé de traverser la Manche à la nage. Ouais. Quand j'avais 16 ans. Et donc voilà. C'était ta première expérience sportive, le premier gros défi en fait, la Manche. Ouais, alors avant j'avais fait, comme je l'ai dit, j'avais fait de la compétition, donc mes défis entre guillemets, c'était de me qualifier au championnat de France ou au championnat d'Europe ou des trucs comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça avait pas vraiment de sens pour moi. Et pour moi, le vrai premier défi qui avait du sens pour moi, c'était de traverser la Manche à la nage. Et donc oui, c'était la première fois, on va dire, que je me fixais un défi aussi dur aussi. Et en fait, à la base, ce défi-là, je me le suis fixé pour... quand on est en dépression, on a tendance à se fixer des défis impossibles. Comme ça, au moins, ça nous fait penser à autre chose et on se dit... on s'évade, quoi. Et même si c'est impossible, on y met toute notre énergie et voilà. Et petit à petit, à force de m'entraîner... et puis de réfléchir différemment, c'était une expérience hyper intense dans la préparation surtout. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait petit à petit sortir de ma dépression et c'est à peu près à cet âge-là, au moment où j'ai traversé la Manche à la nage, que j'ai commencé à m'ouvrir à ce que c'est la vie, on va dire. Et je me souviens, c'est aussi un gros truc, je pense, qui me définit tel que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Sébastien Payet, qui est un coach mental, et en gros il enseigne la méthode Wim Hof. C'est une méthode Oui, c'est une méthode de respiration, non, avec des moments où tu es immergé sous l'eau glacée, si je me rappelle bien. C'est ça, oui, il y a un rapport à l'eau froide, à la concentration. Et c'est ça, il était très intéressant parce que lui, il a eu un vécu vraiment, il a vécu de manière très très intense. Il a voyagé dans à peu près partout.
Et il était très éveillé spirituellement. Et au-delà de la méthode Wim Hof, il m'a vraiment enseigné un peu cet éveil. Et c'est à partir de là, moi, où j'ai commencé à vraiment, à vraiment réfléchir sur des sujets de société, et que j'ai commencé aussi à comprendre quel était l'intérêt de ma position, en tant que fils de politique, quel était l'intérêt que je pouvais avoir. Et donc voilà, c'était le tout début. Mais voilà, aujourd'hui je suis quelqu'un d'assez spirituel. Moi, j'ai vraiment un rapport à la spiritualité assez important. Et je pense que ça a été un peu la base de tout ça. Et donc voilà, après j'ai traversé la Manche à la nage. C'était mon premier gros défi. Puis après la traversée, j'ai commencé c'est ça, je suis parti au Sénégal avec une association qui s'appelle les Reflets de l'eau. Donc ça, c'était ma première expérience associative. Et qui t'a marqué Ouais, c'était hyper marquant parce que donc en gros l'association elle s'occupe toujours d'ailleurs d'apprendre à nager aux femmes et aux enfants, et donc à la fois en France et au Sénégal. Et du coup, quand on partait là-bas, on organisait une petite traversée entre Dakar et la presqu'île de Ngor, qui fait 500-600 mètres, mais avec toutes les femmes et les enfants qui ont appris à nager pendant l'année qui venait de se découler. Donc c'était un peu la consécration pour eux. Et du coup, il y avait vraiment un contact avec les gens qui était hyper intéressant. Et puis on dormait un peu à l'arrache. Voilà, c'était une très très bonne expérience. Et donc voilà, après ça c'était mon premier engagement associatif. Et puis ça m'a donné envie d'aller plus loin, de continuer, peut-être même d'aller sur d'autres terrains, notamment l'écologie. Donc voilà, là j'avais 16 ans, j'étais encore en terminale, j'allais passer mon bac. Donc voilà, ça c'était ma première expérience. Et du coup après les années sont passées, j'ai passé mon bac, et juste après mon bac, tu l'as eu je l'ai eu, oui. C'était un moment difficile pour moi. J'aimais pas du tout l'école, le lycée. Enfin, c'était pas fait pour moi. Pas que j'étais spécialement bon ou mauvais, mais juste que le cadre me convenait pas du tout. Et du coup, voilà. Après ça, je suis parti de la fac. Enfin, j'ai fait 2-3 mois de fac dans une fac de physique et de philo. Et juste après ça, j'ai décidé de m'engager dans une asso écolo qui s'appelle Tara Océan. Et du coup voilà, Tara à la base c'est un bateau, je sais pas si t'en as entendu parler. Non, pas du tout. Ça passait pas mal quand il y avait Thalassa dans les années 2010. C'était un bateau qui sillonne les océans et qui étudie tous les problèmes environnementaux liés aux océans. Et du coup moi c'était mon rêve de monter sur ce bateau. J'ai toujours regardé ce qu'il faisait, mais de loin quoi. Et le bateau a fait une escale à Paris, et il cherchait des bénévoles pour expliquer un peu l'histoire du bateau, parler d'écologie, etc. Et du coup moi j'ai foncé, j'ai arrêté ma fac et je me suis dit c'est bon, je m'engage avec eux. Et ça a duré 6 mois. Et pareil, c'était encore une fois c'est ce genre de rencontre moi qui m'a vraiment changé la vie, parce que ça m'a fait sortir un peu du cadre classique de l'école et aller plus vers un monde qui me plaisait vraiment. Et donc là, j'expliquais aux gens, pendant 1 heure, je faisais des visites du bateau où j'expliquais quels sont les problèmes liés aux océans, etc. J'ai une formation un peu express, mais hyper intéressante à ce sujet-là, avec des marins qui, eux, ont vu vraiment les causes dont on parle. Et donc voilà, c'était hyper intéressant ces 6 mois. Et du coup après j'ai enchaîné avec d'autres bénévolats et même un service civique à la Fondation Good Planet. En fait, toutes ces expériences-là, je suis toujours un peu resté sur ma faim pendant ces expériences associatives, parce que pour moi, on était toujours en train d'expliquer quel était le problème. Et il y avait 2-3 solutions qu'on pouvait donner, mais ce que les gens en tiraient à la fin, quand on finissait notre visite et qu'on quittait les gens, à la fin ils venaient nous voir en disant c'est super intéressant,
mais moi je sais pas quoi faire. Je vais pas arrêter ma vie. Ils ont souvent une vie qui est déjà entre guillemets qui existe déjà. Ils peuvent pas tout plaquer du jour au lendemain. Et je trouvais que justement ces engagements ils amenaient presque plus de déni et de ce discours-là il amenait beaucoup de déni en fait. Et très peu d'actions concrètes, très peu ça allait pas dans le bon chemin. Et du coup, je me suis posé un peu, et je me suis avec ma copine Denise, on s'est posé pendant 2-3 mois, et on a essayé de réfléchir à une manière, à comment est-ce qu'on pourrait convaincre les gens d'agir, quoi, parce que ça se fait quand même de plus en plus pressant. On a besoin d'agir, surtout sur les sujets liés à l'écologie, etc. Et voilà, on s'est posé, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait convaincre les gens de changer. Et c'est là où j'ai vraiment changé mon message. J'ai commencé à vouloir donner envie aux gens. Tu sais, il y a une citation moi, que j'arrive jamais à retenir en entier, mais bref, tu vois. Oui, attends, je vois de quoi tu parles. Tu me l'avais déjà donné. Ouais. C'est soit le reflet, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Alors non, ça, c'en est une autre. C'est pas celle-là. Mais celle-là aussi me parle beaucoup. Non, c'est une citation qui dit si tu veux construire un bateau, ne dis pas à tes hommes et femmes où se trouve chaque outil, comment construire chaque partie du bateau. Si tu veux construire un bateau, donne à tes hommes et femmes le goût de la mer. Et c'est ça en fait que je trouve qui manque aujourd'hui, c'est qu'on parle des problèmes, mais on donne jamais l'envie aux gens d'aller vers un autre chose, vers une autre mode de vie. Et du coup, ça en devient quelque chose de très contraignant, l'écologie, tu vois. Du coup, en réfléchissant à cette chose-là, comment donner envie aux gens de changer de manière de vivre, de se tourner vers la nature, de vivre de manière plus simple, c'est là où j'ai eu l'idée de faire mon défi la Seine à la nage, qui était c'est vraiment le défi pour lequel j'ai mis le plus d'énergie, on va dire. Donc ça, c'est une descente de la Seine en autonomie, c'est ça, sur un mois exactement. Et demi? Sur 50 jours, donc 49 jours exactement. J'ai descendu la Seine donc depuis Source Seine qui est vers Dijon en gros, sur 800 km, 784 km jusqu'au Havre. Et donc voilà, j'ai descendu tout le fleuve et j'étais tout seul en autonomie. C'est-à-dire que j'emportais un kayak derrière moi que je tirais en nageant et j'avais entreposé dedans toute ma nourriture pour 50 jours, tous mes vivres, tout ce qui me permettait de dormir, etc. Du coup, l'expérience était hyper intéressante parce que on alliait quelque chose qui donne envie aux gens, c'est-à-dire l'aventure, partir dans la nature, et le fait de transmettre un message. Et pour moi, le message qui était intéressant là-dedans, c'était regardez, je pars avec rien, je pars avec que dalle. Franchement, dans mon kayak, il y avait presque rien à manger. J'avais un livre, de quoi dessiner, et c'est tout quoi. Et je voulais montrer aux gens que j'étais capable d'être heureux comme ça, parce que pour moi, montrer que je peux être heureux avec rien, c'était une manière de dire aux gens, de donner envie aux gens, de leur dire en fait, l'écologie c'est pas un renoncement. C'est quelque chose qui va améliorer notre manière de vivre. On va être plus heureux grâce à ça. Et je trouve que c'est comme ça que les choses peuvent changer. À partir du moment où on fait naître une flamme, une envie au plus profond du cœur des gens, c'est là où ils ont envie de changer. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que pendant toute la descente de la Seine, j'ai rencontré plein de gens au bord du fleuve. Ça a attiré le regard. Il y a des gens qui venaient me parler à chaque fois que je m'arrêtais. Des gens vraiment qui n'ont rien à voir entre eux, à la fois des agriculteurs comme des maires, j'en sais rien, des habitants qui vivent au bord du fleuve, mais des gens qui n'ont vraiment rien à voir entre eux. Et du coup, le fait de pouvoir discuter avec eux, ça a amené vraiment un élan vraiment hyper positif que j'avais pas trouvé dans mes anciens engagements. Donc voilà, ça m'a donné vraiment envie de continuer sur la même voie. Et donc voilà, après ce défi-là, j'ai commencé du coup à plus médiatiser un peu ce que je fais. Et j'ai essayé de continuer sur la même lancée, tu vois, de toujours donner envie aux gens. Et du coup c'est là où j'ai commencé à faire des stages en nature où pareil j'emmène les gens voilà, je leur ai montré via un documentaire qu'on pouvait être heureux comme ça, mais maintenant je vais leur montrer par la preuve en les emmenant eux-mêmes dans la nature.
Mais ça, on en reparlera du coup de tout ce que tu fais d'un point de vue associatif et justement de ces aventures là. Moi, ça m'intéresse. Mais avant ça, quand même, j'aimerais te poser une question parce que du coup, si je comprends bien, il y a finalement eu 2 périodes chez toi. Il y a eu un peu la période 0-16 ans et puis celle que tu as décidé d'ouvrir après. Donc 2 périodes différentes. Et comme tu l'as dit, tu as grandi dans un milieu politique dont tu essayes aujourd'hui de te détacher. Alors, ça se passe comment à l'intérieur, le militantisme politique? Qu'est-ce que tu en as vu? Et pourquoi c'est finalement un modèle que tu affirmes rejeter aujourd'hui? C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vraiment eu 2 périodes. Il y a une période où j'écoutais ce qui se passait. Chez moi, on parlait de politique littéralement à tous les repas. C'est vraiment, j'ai tous les sujets. Ça doit être intéressant comme expérience quand même. Ouais, c'est-à-dire que tous les sujets. Vous analysez les résultats des élections, les coups bas des uns des autres. Alors on parlait de ça évidemment, mais je veux dire tous les sujets qui ont été politiques depuis 20 ans. Moi j'en ai entendu parler avec précision de personnes qui ont été dedans et qui ont essayé qui ont dû agir, je veux dire que ce soit des attentats, que ce soit des élections, je sais pas, par exemple une crise, la crise de la grippe aviaire ou des choses comme ça. Voilà, mes parents, ils avaient un rôle dedans et du coup quand on en parlait, il y avait vraiment, on en parlait avec précision et tout ça. Moi, ça a été des choses que on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à mes 16 ans, et je me suis quand même nourri de ça, c'est-à-dire que ça m'a montré ce que c'était que la politique. Et donc quand j'ai eu 16 ans et que j'ai commencé à voir, à élargir un peu mon champ de vision. Et à comprendre en fait quels étaient les enjeux actuels, parce qu'avant je les voyais que sous le prisme de mes parents, comme souvent quand on est très jeune. Puis à un moment où je me mets à m'ouvrir moi-même à ce monde-là, je vois qu'il y a beaucoup d'autres choses, et qu'il y a d'autres idées, d'autres manières de les exprimer. Et du coup ça m'a encore une fois permis d'avoir un regard sur les 16 ans que j'avais passé, 16 ans, quand j'avais moins de 5 ans, je comprenais pas ce qui se passe, mais voilà, j'ai eu au moins 10 ans où j'ai écouté ça, et ça m'a permis vraiment d'avoir un regard, d'avoir un recul sur tout ce que j'ai appris à ce moment-là. Et du coup aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis complètement en rupture avec cette chose-là? C'est que j'ai vu que le système dans lequel on est, il va progressivement, et peu importe ce qu'on y fait, il va progressivement vers un mur, vers une fin. Et en fait, c'est pas de la faute des politiques. Moi, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu toutes les actions qu'on peut mettre en place, qu'on peut espérer de mettre en place, mais qu'au final, le système, c'est une énorme machine qui avance, peu importe comment on essaye de changer les rouages, etc. Et du coup, d'avoir cette vision-là, ça m'a permis de redéfinir ce que c'était que le système, et aujourd'hui je le vois vraiment comme une grosse machine à l'intérieur de laquelle on peut changer 2-3 paramètres, mais la machine reste la machine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que si on veut aller vers quelque chose de mieux sur tous les sujets, qu'on parle d'inégalité, d'écologie, de racisme, on peut intégrer vraiment beaucoup de choses dans ce que je dis. Si on veut régler ces problèmes-là, on peut pas rester dans ce système-là. Et voilà. Et j'ai vu aussi que même des gens de bonne foi, je considère mes parents comme étant des gens qui ont un engagement entre guillemets de bonne foi, qui sont pas là pour. Ils sont tous les deux au Parti socialiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, depuis des années, je suppose. Depuis que je suis né. Voilà. Mais je veux dire, je sais qu'ils se sont engagés parce que de base c'était vraiment une volonté pour eux de changer les choses et de les améliorer. Mais voilà, de voir que cet engagement n'amène à aucun, ne peut amener entre guillemets, ne peut pas nous amener sur un bon chemin, parce que la politique déjà si on rentre un peu plus dans les détails, c'est un monde de l'entre-soi. C'est-à-dire que je vois bien que ne serait-ce que les avis qui divergent sont perçus comme c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec un politique, on n'est pas d'accord avec ce qu'il est. Et en gros, il le prend comme une insulte. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que quand on a un débat, on a des désaccords. Mais quand le désaccord se transforme en une insulte, on peut pas avancer, on peut pas discuter. Et c'est là où il y a un problème démocratique assez important.
Et en réalité, je pourrais extrapoler sur beaucoup de choses, sur l'environnement aussi qu'il y a autour des politiques. On les met c'est-à-dire que les politiques ont 10 000 dossiers entre les mains, ils doivent tout maîtriser, alors qu'en soi, ils sont spécialistes, ils sont pas spécialistes des choses qu'ils ont entre les mains. Donc le simple fait de voir ça, de voir qu'on peut, qu'un politique va à la fois prendre des décisions sur l'écologie, sur des crises sanitaires, et que c'est toujours, il y a toujours évidemment des conflits d'intérêts, ça on s'en doute, mais il y a toujours un microcosme qui se crée autour du politique qui l'empêche lui-même de voir et de prendre une décision honnête. Parce que quand vous avez un seul type de personne qui vous alerte et que vous êtes toujours entouré des mêmes personnes, bah forcément vous finissez par ne plus prendre des décisions qui ont un rapport avec ce qu'on vit vraiment. Et ça, moi pour moi le politique devrait d'abord être un citoyen qui vit, qui a un métier, qui a un rôle dans la société. Et ensuite, oui, que la politique ne soit pas une carrière finalement. Je pense exactement. qu'on est assez d'accord sur ça. Et que ça soit simplement un engagement, et qu'il a envie, de servir entre guillemets, de représentant. Et il pourrait faire ça en plus de son métier. Mais ça devrait pas être une carrière, comme tu dis. Mais je suppose que pour toi, c'est assez difficile de te détacher un petit peu de ce milieu politique dans lequel tu as grandi. Notamment parce qu'aujourd'hui, lorsque les médias te présentent, on va toujours rajouter accessoirement le fils d'Anne Hidalgo. Ça, je pense que tu l'entends beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres, de pas exister finalement par toi-même pour toi-même? Est-ce vraiment nécessaire, lorsqu'on parle de toi, de toujours revenir sur tes origines? Non, bien sûr, évidemment, j'en souffre, tout est relatif, mais oui, c'est problématique. Je trouve que au-delà moi je m'en fiche un peu de mon image. Je dis avant tout ce que je m'exprime pas pour mon image, mais pour parler de mes idées. Et je pense que la cause que je défends me dépasse largement et que au fond c'est quelque chose avec lequel je me suis habitué, que je sais que ça existe et je comprends pourquoi ça existe. Après, ça veut pas dire que je trouve ça normal. Je comprends pourquoi les médias le font et les gens aussi. Franchement, j'en veux vraiment à personne. C'est juste que je trouve ça vraiment dommage de pas aller plus loin. Et que et souvent parce que finalement, comme on te rattache beaucoup à ta mère, on a tendance à penser que tu milites aux jeunes socialistes, que tu vas suivre exactement ses idées. Je pense que quand quelqu'un est en désaccord avec elle, finalement, il va pas accepter de te rencontrer, d'écouter ce que tu as à dire parce que ça va au-delà de ça, hein. Ça va vraiment au-delà du message, parce que autant mon message, on pourrait dire que avec le temps, les gens vont plus le comprendre. Par contre, une chose qui change pas, c'est au niveau de l'intérêt que m'accordent les gens. Les gens, ils m'accordent un intérêt, on va dire presque je sais pas comment expliquer ça, c'est très difficile à exprimer parce que c'est vraiment assez complexe, mais on a en gros vraiment à chaque fois qu'on me parle, il y a ce rapport avec ma mère qui empêche de comprendre mon message, et pas parce que les gens se disent ils pensent comme sa mère, mais parce qu'ils se disent que j'ai grandi dans un milieu qui m'empêche. Je pense que t'as un petit peu cette étiquette du jeune parisien, bobo, bonnes écoles, voilà. Alors que moi vraiment ma vie c'est complètement détaché de mes parents il y a 4 ans. Et ça va faire 4 ans que je vis sans leur aide. Quand j'étais encore chez eux, quand j'avais 18 ans, forcément j'avais un peu de leur aide, mais je veux dire, j'ai jamais profité de quoi que ce soit qu'ils m'offraient. Et même il y a un moment où c'était vraiment pour moi le plus important, j'avais pas envie de profiter de choses qui ne m'étaient pas dues. Et du coup, j'ai essayé de m'en détacher au maximum. Et en fait, tout mon avis aujourd'hui s'est construit vraiment quand je ne profitais plus de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui encore, je suis indépendant, je vis pas avec mes parents. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et puis, encore une fois, ce que je trouve le plus malsain au-delà de tout ça, c'est que dès que je vais exprimer un désaccord avec ma mère, ou que je vais exprimer mon opinion pour ce que je suis, on va me reprendre en me disant regarde, le fils Hidalgo ne vote pas pour sa mère. Il est pas d'accord avec ça. Et même ça, tu parles de ce truc-là. Je crois que je l'ai vu passer ce papier, c'est pour ça.
Arthur Germain ne vote pas pour sa mère. Trahit sa mère. Mais je veux dire, je suis pas obligé de voter pour elle. Déjà, c'est le principe de la démocratie, c'est d'accepter que, en fait, on a le choix, peu importe qui on est. Et puis, en plus, enfin, si on recontextualise un peu, moi, je suis juste allé dire à la base que j'ai voté blanc, que j'ai pas voté, parce que pour moi, c'était important, de parler de l'abstention. Et juste pour finir là-dessus, parce que les médias, au lieu de dire ok, un fils de politique s'est abstenu, mais pourquoi c'est intéressant, ils se sont dit ah ouais, le fils d'Anne Hidalgo n'a pas voté pour sa mère. Mais et ça c'est, je veux dire, c'est ne pas comprendre même l'intérêt que j'ai à parler. Donc mais justement, on va rentrer dans ce vif du sujet parce que nous on s'est contacté la première fois en lien avec l'abstentionnisme. Ouais. J'avais écrit un article, toi tu avais publié un peu cette photo choc sur Twitter, peut-être que tu pourras revenir dessus, nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix un peu fort. Personnellement, je l'aurais pas fait, mais je comprends le message qu'il y a derrière. Du coup, c'était quoi l'idée derrière tout ça? Cette grande défense de l'abstentionnisme, en fait, elle est venue quand? C'est vraiment les dernières élections? Non, ça fait quand même moi, ça fait plusieurs années que j'y réfléchis et que ça mûrit dans ma tête. Les dernières élections, pour moi, elles étaient spéciales parce que ma mère était candidate. Et pour moi, c'était aussi, je l'aurais fait bien avant de m'exprimer sur l'abstentionnisme, si elle n'était pas candidate. Et moi, je voulais la laisser en dehors de ça jusqu'aux élections. Surtout les présidentielles, c'est quand même quelque chose. Ouais. Exact. Et donc voilà, pour moi, il y a eu tout un moment où forcément je me suis brimé parce que je voulais pas m'exprimer et que ça se passe mal. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte, mais il y a aussi des enjeux personnels dans une famille. C'est pas toujours évident de gérer ce genre de choses. Donc je lui avais laissé son élection. Et je voulais quand même m'exprimer là-dessus parce que pour moi, ça part de quelque chose de plus lointain que ça. C'est que pour moi, je pense qu'on doit refonder une nouvelle société, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On doit entre guillemets, on peut plus réformer ce système. Il ne marche plus, il va droit dans le mur et si on essaie de le réformer point par point, on va pas régler le problème de base qui est pour moi qui est dans les fondements même du système et qui repose pour moi sur des bases du capitalisme en fait. Et je trouve que dans cette idée de on ne peut plus réformer, le meilleur moyen de témoigner de notre envie de ne même plus participer au système, c'est de s'abstenir. Et de ça, j'avais envie. Oui, c'est même pas le vote blanc finalement, parce que moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que le vote blanc n'est même pas comptabilisé lors des résultats. En fait, on ne va jamais en parler. C'est limite, il disparaît des pourcentages. Alors que finalement, dernières élections législatives, deuxième tour, on est 54% de personnes à ne pas être allées voter. Bon, on n'en a pas parlé à la hauteur que je pouvais espérer, mais quand même, c'est plus d'un Français sur deux qui ne se présente pas aux urnes. Là, on en parle quand même, on l'évoque, ça fait bouger les choses. Donc voilà, il y a vraiment ce côté. Est-ce que c'était un choix de pas voter blanc, mais vraiment de s'abstenir? Complètement. Pour moi, il y a une vraie différence entre le vote blanc. Pour moi, c'est dire je valide le système. Et je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Je valide ce qui se passe. J'accepte qu'il y a des élections, mais j'ai pas trouvé de candidat qui me corresponde. Ou alors, l'abstention, c'est de dire, même s'il y avait un candidat qui me correspondait à peu près, ça ne pourrait pas marcher. Et c'est là où moi, je me suis inscrit là-dedans. Je me suis dit, ok, je suis un fils de politique, on m'a parlé de politique toute ma vie, je peux pas être quelqu'un de désintéressé comme on essaie souvent de faire passer. Donc finalement, voilà, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça n'est pas? C'est-à-dire, je pense que c'est pas une question de flemme. Non. Je pense que c'est pas un manque de conscience politique. Et d'ailleurs, d'où l'idée de mettre un bulletin dans la poubelle. En fait, si tu veux, l'idée du bulletin dans la poubelle, ça pouvait faire un peu, je jette la démocratie à la poubelle, mais pas du tout. C'était pas l'idée. C'était de dire, je fais l'action de ne pas voter. Et ça change tout parce que si on a tendance à peindre, même si tu regardes le lendemain des élections, le Monde qui peint l'abstentionniste de base comme étant un peu le pêcheur le pêcheur du dimanche qui a eu la flemme d'aller voter. Ce que je trouve complètement aberrant parce qu'en plus il y a plusieurs types d'abstentionnistes. Enfin on peut pas peindre un abstentionniste type, je pense. Mais bref, au-delà de ça, je voulais montrer que c'était une action de ne pas aller voter et d'autant plus quand on est un fils de politique, parce qu'on en entend parler tous les jours de la politique. J'ai un avis sur des sujets et je peux avoir un avis là-dessus. Je veux dire, j'en ai entendu parler, vraiment sous toutes les coutures.
Et justement, je savais que ça allait faire parler, je savais que les gens allaient se dire, ok, sa mère s'est présentée aux élections, lui il jette les bulletins à la poubelle. Donc il y avait aussi cette idée un peu que on va parler de militantisme après, mais voilà, de faire parler de cette cause-là, et d'essayer de remettre en tout cas l'idée que l'abstention n'est pas simplement un acte de désintérêt, mais un acte vraiment ça défend un discours politique. Mais tu l'as dit, finalement, on est dans une démocratie, donc le non-vote, ça devrait être une possibilité, puisque c'est tout l'intérêt d'une démocratie. Complètement. Mais toi comme moi, je sais qu'on s'est essuyé beaucoup de critiques. Donc notamment, on nous a dit qu'on faisait monter les extrêmes, qu'à cause de nous, la Terre allait imploser. Voilà, on dit aussi que c'est oublié que le droit de vote est un droit qui a été conquis. Surtout moi, en tant que femme, c'est quelque chose auquel on me rattache beaucoup. Étrangement, en fait, des critiques qui sont venues de gens qui se disent dans des partis où la tolérance et la liberté sont censées être figure de proue. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée au marché. Oui, si, je me souviens où. Attends, rappelle-la moi. Ouais, je vais la rappeler pour les auditeurs. En fait, le dimanche du 2e tour, je suis allée au marché des Capucins à Bordeaux, qui est un marché populaire assez fréquenté. J'ai discuté avec des tables voisines, notamment un couple, sur le fait de pas aller voter, parce que moi, c'était quelque chose que je travaillais depuis quelques jours. Et ce jour-là, j'avais décidé que je n'irais pas et que j'écrirais un article sur le sujet. Et je crois que j'étais un peu en recherche aussi de, comment dire, pas de témoignages, mais voilà, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir structurer les choses. Donc cet article est disponible dans ma newsletter actuellement. Et donc arrive à la table une jeune femme qui, scandalisée, me reproche de ne pas aller voter pour la NUP parce que, à cause de moi et de mon vote, de mon non-vote plutôt, on va dire, l'extrême droite allait faire une flambée, mais surtout, à cause de moi, en fait, le réchauffement climatique n'aurait pas d'issue. Cette jeune femme était en train de boire une bouteille en plastique de Coca-Cola, un sac Zara dans sa main droite, et je l'ai vue écraser son mégot de cigarette à la sortie. Voilà. Donc s'il y a bien quelqu'un, je pense, qui n'est pas responsable de la planète, en tout cas si c'est moi, je pense qu'elle a autant de responsabilités que moi. Donc voilà, c'était pour l'anecdote un petit peu du jour. Mais en tout cas, tu vas être d'accord avec moi que le vote blanc, du coup, il ne sert à rien et qu'au moins l'abstention, c'est quelque chose qui fait parler. Complètement. Et au-delà de faire parler, je te dis, pour moi, ça a vraiment... Il y a un sens. Ouais, c'est un sens. C'est vraiment exprimé aussi. C'est une manière. Et tu l'as dit, on a le droit de ne pas voter. Mais pourquoi est-ce qu'on a le droit de pas voter ? C'est intéressant de se poser cette question. C'est autant un droit finalement. Bien sûr. Tu sais ce qu'on nous apprend toujours à l'école. Moi, j'ai des souvenirs d'éducation civique en primaire, etc., où on te dit le droit de vote est un droit et un devoir. Et donc, c'est accomplir ton devoir citoyen. Ce qui est faux. Ce qui n'est pas être libre. Ce qui n'est pas être libre. Moi, je suis assez pour les libertés, en fait. C'est un discours que je prône, les libertés individuelles. Et puis, non, mais tu l'as dit, il y a vraiment une question aussi de culpabilisation. C'est-à-dire que tout le monde a conscience qu'on est dans une crise majeure. À la fois, après le Covid, on a conscience que notre système sanitaire fonctionne plus, qu'il y a une crise écologique qui existe et qui se prépare à être encore pire, qu'il y a la guerre en Ukraine, les gens sentent qu'il y a de plus en plus de distance entre eux. Et face à ça, il y a plusieurs types de réactions. Tu vois, t'as ceux qui vont être dans le déni, qui vont se dire, bah non, mais tout va bien. T'as ceux qui vont se mettre à reposer tous les problèmes sur les épaules des autres, et t'as ceux qui vont complètement tout changer dans leur manière de vivre. Et moi, je pense qu'on doit aller vers ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, le problème est tellement généralisé à tout. Qu'on ne peut plus simplement rester sur des solutions de surface. Je veux dire, là, il y a eu encore, je sais pas si tu as suivi, à Abidjan, il y avait la COP des mairies. Ce qui en sort, c'est presque ridicule. Il en sort rien alors qu'on est dans une crise vraiment majeure, surtout en Afrique. Là, en ce moment, ils ont vraiment des problèmes majeurs liés à l'écologie. Et je veux dire, on peut plus simplement rester dans une forme de passivité. Et je trouve que le vote nous met dans cette forme de passivité. C'est-à-dire, on va reposer tous nos espoirs sur des personnes sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a élus, on peut même pas leur mettre de pression de quelconque manière. Énormément de gens sont déçus finalement par
Je veux dire, c'est très facile de pouvoir être d'accord avec un programme qui finalement ne sera jamais mis en place. Ouais, bien sûr. Et puis c'est ça. En fait, il y a aucune garantie. Il y a aucune garantie que les programmes sont respectés. Et même si les programmes sont respectés, aujourd'hui, on repose tous nos espoirs sur des gens qui n'ont pas assez de pouvoir pour changer les choses. C'est fou. Mais cette urgence, je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai l'impression que cette urgence, on est un peu les seuls à la ressentir. Je lisais encore un post ce matin sur LinkedIn qui m'a un peu secoué. Finalement, il y a beaucoup de gens, c'est même pas du déni, c'est-à-dire, je vais pas dire que ce sont des gens qui sont contre l'écologie, etc. Mais ils vont te dire, bon, il faut parler plus de positif, c'est pas bien d'être en colère. De toute façon, dès lors qu'on est militant, ça c'était un article que j'avais relayé de bons potes qui disait, dès qu'on est militant, on a ce côté emmerdant. Et moi, j'en ai marre d'avoir ce côté un peu emmerdant, mais ma colère, si tu veux, au bout d'un moment, là, il est temps, en fait, de s'engager, de se bouger, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que c'est exactement ce que j'ai vécu moi à Tara et à Good Planet, c'est-à-dire que oui, on sait vers quoi on doit aller et on a envie de convaincre ces gens-là qui sont réticents. Mais comment est-ce qu'on le fait, tu vois? C'est là où le militantisme, je pense qu'il va devoir évoluer dans les prochaines années. C'est que on a déjà essayé d'aller vers vraiment de choquer, on a déjà essayé d'aller dans ce genre de mesures restrictives, etc. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de rêver. Enfin, c'est très difficile, je pense, pour Monsieur Tout le Monde qui est pas qui s'intéresse pas beaucoup au sujet de l'écologie, de se dire bon bah du coup je vais arrêter d'acheter des cadeaux à mes enfants, je vais arrêter de rouler en voiture, tu vois, c'est toujours je vais arrêter. Et si on n'arrive pas à faire rêver les gens, et ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par, je sais rien, l'art, la culture, ça peut passer par des actions très concrètes comme, moi ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup mettre en place, un espèce de Woodstock, tu vois, où on réunit tout le monde, on essaye de réécrire une constitution, tu vois, pendant le festival, on essaie, tu vois, ce que je veux dire, un truc qui fait rêver. Moi je suis partante pour monter ce festival avec toi, en tout cas là t'es plein dans mon cœur de métier. Ah donc, écoute, ouais. Avec plaisir. Ouais, en tout cas, tu vois, je pense que c'est ce vers quoi on doit évoluer, nous aussi en tant que militants, et que finalement, ces gens qui sont réticents, on doit pas juste les voir comme des personnes qu'on n'arrivera pas à convaincre ou alors qui sont dans le déni ou quoi, mais justement, on doit les prendre comme on va dire, ça doit nous permettre de nous améliorer nous aussi. Et je pense que vraiment cette idée de se tourner vers des actions pas juste positives, genre bisounours, mais au contraire d'aller donner envie aux gens de faire rêver, je pense que ça peut tout changer, tu vois. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a cette dualité où en fait t'es quelqu'un de très engagé et qui pourtant se déclare comme apolitique, mais tes idéaux, l'écologie, tout ça, finalement, c'est politique, c'est de la politique. Si tu veux, pour moi, apolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les hommes politiques comme étant ceux qui se présentent aux élections. C'est pour ça que je me considère comme étant apolitique, parce que moi, je me présenterai pas à une élection. Je suis pas là pour... qui sait. Mais j'aime même pas en fait cette chose-là de la représentation. Moi, je suis pas là pour. J'ai même pas envie que mes idées soient assignées à mon image, tu vois. Mais simplement, ma manière de faire de la politique et en fait, la politique, c'est quoi? C'est s'intéresser à des sujets de société, et essayer d'améliorer la vie en commun. C'est ça, la politique. Donc oui, je fais de la politique. On en fait tous en réalité. Tu vois, dans notre métier, etc., on en fait toujours tous. Mais oui, moi, j'ai quand même cette envie, tu vois, de partager des choses aux gens et de leur donner envie. Voilà. Mais pour moi, c'est un engagement politique, effectivement. Mais je suis pas un homme politique. Tu vois, c'est ça la différence. Et ce que j'aimerais aborder aussi avec toi, c'est la question de la légitimité. C'est très difficile. Alors moi, je le sais en étant une femme, mais c'est aussi quand on est jeune de pouvoir se sentir légitime. Et je crois que ton message est souvent mal compris ou mal entendu, en fait, par les médias traditionnels, par certaines personnalités, etc. Je sais pas si tu peux nous en parler. Mais finalement, pourquoi cette voix, elle est peut-être moins écoutée. Moi, je pense qu'elle pourrait parler à beaucoup de jeunes de notre génération. Finalement, ça vient surtout des générations de nos parents, voire de celles encore avant, en fait. Mais oui, c'est mal compris. Moi, si tu veux, mon idée, c'est que de base, ma légitimité, si on repart là-dessus, c'est que je suis un gars qui vit dans la nature
énormément. Hein, pas seulement pendant mes aventures, hein, tu vois. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai passé 3 jours dans la forêt. La semaine d'encore avant, j'ai descendu la Charente et j'ai bivouaqué, donc j'étais dans la nature pendant encore 3 jours, etc. Je suis un gars qui suis au contact de la nature. Je vois les changements, les dérèglements climatiques. Et en plus de ça, j'ai quand même bossé sur l'écologie. Voilà, ça c'est ma légitimité à parler d'écologie. Voilà. Après, en plus de ça, j'ai vu vraiment la politique de l'intérieur. Et le monde médiatique aussi. Tu l'as beaucoup vu de l'intérieur, je pense. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ouais, c'est ça, depuis tout petit. Et ça, c'est pas une question de légitimité. C'est juste que mon avis, forcément, il a un intérêt d'être écouté. Et encore une fois, ma cause me dépasse complètement. Donc je suis pas le représentant de ma cause, ça vraiment pas. Mais ma légitimité de dire, en fait, si les gens comprennent mal ce pourquoi j'ai un intérêt d'être écouté. C'est pas juste regardez, le fils d'Anne Hidalgo mais va encore. Tu penses que c'est aussi une question de ton âge, du fait que tu aies 20 ans uniquement Je pense que alors, si j'avais 20 ans et que j'étais pas le fils d'Anne Hidalgo, je serais pas écouté du tout. Mais aujourd'hui, je suis écouté, mais mon message est mal compris. Tu vois, c'est ça la différence. Alors, je pense que, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on donne de la légitimité. Les gens qui ont le droit de parler, entre guillemets, c'est des gens qui ont fait des longues études, qui ont eu des longues carrières, etc. Alors qu'il y a plein de gens, aujourd'hui, surtout à mon âge, hein, qui ont des chemins de vie qui méritent qu'on les écoute, ils ont des discours tu vois. Pour moi, on se crée un discours au travers de notre vécu, mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu un vécu de 20 ans qu'on n'a pas des choses intéressantes à dire, tu vois. Et j'ai des amis qui ont tout plaqué, pareil comme moi, du jour au lendemain. Ils ont décidé de quitter les études parce qu'ils voulaient pas d'une vie classique. Et ils sont partis soit en caravane, soit bivouaquer pendant 1 an, traverser les. Enfin, j'ai vraiment des amis qui sont dans l'aventure aussi. Et ces gens-là, ils sont vraiment intéressants parce que ils ont des chemins de vie qui sont uniques. Et ils témoignent aussi de la vie telle qu'elle sera dans 20 ans. Tu vois, les gens qui aujourd'hui de notre âge et qui vivent vraiment différemment de nos parents, nos grands-parents, s'ils avaient vraiment la parole, ils pourraient aussi expliquer comment va être la vie, comment doit être la vie dans 15 ans, dans 20 ans. Alors que si on écoute que les gens qui ont 50 ans parler de notre avenir à nous, on s'en sort pas. Surtout que eux ne se projettent qu'avec leur vision de la vie, qui est quand même très centrée sur le matériel. Le travail aussi. Le capitalisme. La valeur travail. Et d'ailleurs, ça, moi, j'aimerais qu'on en revienne 2 minutes dessus. Tu vois, je t'ai dit que pour moi, il y avait un problème fondamental dans la société. J'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. Et d'ailleurs, t'as un économiste qui s'appelle Nordhaus, je sais pas si tu connais. Non. C'est le prix Nobel d'économie de 2018. D'accord, je devrais le connaître alors, mais des fois on a des petites lacunes de culture. Ouais, non, mais il est pas hyper connu, il est très connu surtout dans le milieu de l'économie. Mais bref, il a fait un modèle économique. Tu sais, c'est un truc qui fait qui prévoit avec des courbes vers quoi on évolue. Et il a fait un modèle économique où il essaye où il intègre pour la première fois l'écologie dans ses paramètres. C'est la première étude en 2018 le premier modèle qui intégrait l'écologie. Donc ça, je trouve ça fou déjà que ça soit arrivé si tard, mais bref. Dans son modèle, où il essaie de décrire un peu la société telle qu'elle est, il partait de plusieurs prémices. Sa première, c'est que tout est capital. C'est-à-dire que tu parles d'une forêt, la forêt, ça a une valeur, c'est une valeur matérielle. Si on parle de cours d'eau, c'est une valeur matérielle. Ça n'a pas de valeur en soi. Et après, sa deuxième prémisse, c'était que pour maximiser le bonheur des gens, le bien-être, c'est ce qu'il dans son modèle, il essaie de maximiser le bien-être des gens. Et ben pour ça, on doit maximiser la richesse matérielle, c'est-à-dire en gros le PIB. Et ça, c'était ces 2 prémisses. Et du coup, en gros, notre modèle aujourd'hui, il est basé, mais presque de manière religieuse là-dessus. C'est-à-dire que la richesse pour moi, ce qui nous rend heureux,
c'est pas simplement la richesse matérielle. Tu peux avoir de la richesse des relations sociales, la richesse du temps pour soi, de la nature, de la richesse spirituelle. Mais en fait, toutes ces choses-là, toutes ces richesses-là, elles sont pas intégrées dans notre modèle. Elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de temps pour eux. C'est pour ça que leur travail est hyper aliénant, qu'ils gagnent 3 fois rien et que toute leur vie tourne autour du matériel. C'est parce que travailler, consommer, polluer. Ouais, et dormir. C'est ça. Et en fait, on ne vit que pour ça parce que les modèles dans les cercles de réflexion, que ce soit en économie, mais enfin tous les politiques se basent aussi sur des modèles comme ça. Ils partent du principe que notre richesse ne dépend que, notre bonheur ne dépend que de notre richesse matérielle. Et tu vois, moi aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'un peu à l'image de ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Qu'est-ce qu'on a cassé pendant la Révolution française ? On a cassé un symbole. C'est pas simplement, on n'a pas simplement donné, on n'a pas simplement réduit les impôts qu'on devait donner aux gens. On n'a pas simplement, donné un pain de plus aux gens pour se nourrir par jour. On a cassé le symbole qui était la religion à l'époque. On a fait tomber cette idée que la religion devait tout gérer. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on va casser cette idée que le matériel doit régir nos vies. Et c'est pour ça que la période est hyper intéressante et que je suis hyper optimiste moi aussi, tu vois. C'est que en fait, petit à petit, on avance quand même vers un monde dans lequel les gens vivront pour autre chose que le matériel. Et dans ce monde-là, il y aura beaucoup moins de problématiques. Il y aura pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont très souvent liés en fait, quand on y réfléchit, tous les problèmes remonte au fait qu'on a un rapport trop gros au matériel, quoi. Exactement. Et mais du coup, je reviens un peu parce que dans ta présentation, tu as beaucoup parlé de ce que tu as fait avant. Ton engagement aujourd'hui, en fait, il se traduit comment ? Est-ce que tu peux nous parler de tes projets ? Il y a l'association autonome, le mouvement La Vie Simple. Et finalement, c'est quoi la journée quotidienne un peu d'Arthur Germain ? Déjà, je fais beaucoup de choses différentes, donc c'est difficile de résumer un peu. Il n'y a pas de journée type dans la vie d'Arthur Germain. Exactement. Non, je fonctionne vraiment à l'intuition, donc tu vois, j'ai pas vraiment j'ai pas une vision de tout ce que je vais faire dans 10 ans. Là, pour l'instant, mes projets, c'est de continuer mes expéditions pour, tu vois, toujours transmettre ce message, de donner envie aux gens d'aller dans la nature, etc. J'ai récemment lancé des stages en nature où j'emmène les gens faire j'appelle ça de la survie parce que c'est le mot qui parle le plus aux gens, mais pour moi c'est plus de la vie en nature, tu vois, apprendre à vivre en cueillant des plantes, apprendre à comprendre à quel point notre environnement, la nature, nous permet de vivre et bien mieux entre guillemets que aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je fais vraiment maintenant. Après, dans mes projets futurs, je suis en train de construire une maison autonome. Tu vois, après tu t'as parlé de l'association autonome. Pour moi, pour l'instant, c'est plus un support. Moi, j'ai vraiment de l'idée des projets d'abord, et ensuite les supports, ça vient après. Tu vois, j'ai pas une association pour l'instant qui fonctionne vraiment très bien. Tu vois. Voilà, j'ai ce projet de maison autonome que je suis en train de développer. Là, j'ai trouvé un terrain récemment pour pouvoir installer la maison dessus. Et l'idée, ça va être d'emmener les gens vivre dans cette maison pendant quelques jours, une semaine, histoire qu'ils voient à quel point un autre mode de vie, encore une fois, peut être attrayant. Et je trouve que dans la maison autonome, tu vois, il y a une idée vraiment de... déjà, tu comprends ce que c'est que les ressources. Tu comprends que la nourriture, ok, ça pousse, tu la vois pousser, tu vas la cueillir, tu vas manger ce que tu cueilles. Ouais. Est-ce que pour toi tout ça c'est suffisant dans le sens où est-ce que t'as pas l'impression avec tes stages de survie ou là avec l'idée d'emmener les gens dans cette maison autonome que ça fait un petit peu les Parisiens je pense que ça c'est un reproche que t'as souvent mais si tu veux les Parisiens qui vont faire 3 jours dans la forêt, ok super mais so what quoi. Je suis d'accord et pas d'accord parce que déjà moi j'ai beaucoup de gens qui viennent pas de Paris et je vois très bien que les profils c'est pas juste des bobos qui veulent découvrir la nature. Et d'ailleurs, les bobos, c'est peut-être ceux que j'ai le plus de mal à convaincre d'aller faire mes stages, tu vois. Et après, dans les faits, oui, c'est pas suffisant. Mais je te dis, pour moi, c'est vraiment en donnant envie à ces gens-là. Et d'ailleurs, ça marche parce que les gens qui viennent dans mes stages,
on peut discuter, tu vois. Il y a vraiment un rapport qui se fait, qui est hyper intéressant. Et après, je vois qu'il y a des gens qui s'engagent à mes côtés après, qui me rejoignent dans mon discours et qui se mettent eux-mêmes à changer de mode de vie. Donc c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'après, j'essaie d'aller plus loin. Et comme je te dis, je pense vraiment que ce qui va changer les choses, c'est le jour où il y aura vraiment des problèmes liés aux ressources, notamment à l'eau. Je pense que l'eau, ça va être un problème dans les prochaines années, hein, vraiment bientôt, et que ça va amener à beaucoup de gens, malgré eux, à devoir repenser leur manière de vivre, et que à ce moment-là, on pourra essayer de créer une société parallèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, mon idée, c'est de préparer les gens à ça, de préparer les gens à créer une société parallèle. Et que petit à petit, cette société parallèle qui aura au début peut-être 4 millions de personnes et qui vivra vraiment avec un autre système démocratique, avec vraiment on vivra différemment, quoi, plus simplement, enfin tout ce que je dis, elle va petit à petit drainer tous les gens qui vivent encore dans cette société matérielle parce que elle sera beaucoup plus attrayante, les gens seront plus heureux en vivant comme ça. Donc, je suis persuadé que c'est comme ça que vont changer les choses. Et que de toutes les façons, tu vois, on peut pas obliger les gens à changer de manière de vivre. Tu vois, il faut les amener petit à petit à réfléchir par eux-mêmes à tout ce qu'ils peuvent faire. Et pour moi, il y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et j'aimerais aussi, tu vois, ces stages, la maison est autonome, etc. J'aimerais les généraliser et faire en sorte que il y en ait un peu partout en France et que n'importe qui puisse vouloir essayer ce mode de vie, tu vois. Et c'est une vitrine, tu vois, encore une fois. Mais s'il n'y a pas cette vitrine-là, et aujourd'hui elle n'existe pas, cette vitrine, on peut pas convaincre les gens de changer de mode de vie, quoi. En tout cas, c'est vraiment chouette parce qu'on partage plein de passions communes, la découverte, l'expérimentation. Bon, on est aussi nageurs tous les deux à nos heures perdues. Enfin, moi, je descends pas la Seine à la nage. Moi, je fais des petites longueurs à la piscine judaïque de Bordeaux le dimanche. Mais bon, voilà, je pense que finalement, on reflète bien cette génération. Voilà, j'aurai encore beaucoup de questions à te poser. Je pense qu'on refera des épisodes ensemble, ça c'est sûr. Avec plaisir. Mais voilà, question signature du podcast. Avant d'arrêter un peu nos échanges, c'est quoi pour toi, Arthur, être militant ? Pour moi, être militant, c'est d'abord, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est vouloir faire de la politique sans être un homme politique. Et vouloir changer les choses, avoir une idée en tête, peut-être une utopie, tu vois. Et se battre pour qu'elle change petit à petit. Et t'as plein de manières de le faire. Aujourd'hui, le militantisme se résume souvent à des actions assez ciblées dans l'objectif de choquer. Mais pour moi, c'est pas uniquement ça. J'ai croisé plein de gens que je peux considérer comme étant des militants, mais qui le faisaient de manière beaucoup plus douce, en faisant des stages. Par exemple, Sébastien Payet, dont je t'ai parlé, qui a pour moi été un peu le déclencheur de tout ce qui a suivi, en fait, entre guillemets, dans ma vie. Pour moi, c'est un militant. Parce que, par sa manière d'être et par ce qu'il m'a dit, par ses mots, il a réussi à me toucher et à me faire aller dans sa direction, à me faire ouvrir les yeux sur un sujet particulier. Donc pour moi, c'est ça un militant. Et comme je te l'ai dit, je pense que le militantisme va vraiment évoluer, changer. Ouais, vraiment. Et finalement aujourd'hui, c'est à nous aussi les militants d'essayer de prendre tout ce qui n'a pas marché dans nos actions comme exemple pour essayer justement d'aller vers quelque chose qui marche mieux, quoi. Bon, je te remercie beaucoup, Arthur, pour tous ces échanges. Donc, j'espère qu'on va rester en contact. En tout cas, si tu veux monter ce festival, je t'aiderai avec plaisir. On peut cofonder un festival ensemble. Carrément. Moi, ça m'intéresse. Avant de te quitter, qui aimerais-tu voir éventuellement sur ce podcast ? Alors, attends, que je réfléchisse un peu. C'est une question difficile, je sais. Mais c'est très, très difficile. Quand on ne l'a pas préparé. Ouais. Qui est-ce que je pourrais vouloir? Après, moi, je te dirais d'inviter Denise, ma compagne, évidemment, mais c'est pas très partiel. Je suis pas très impartial, pardon. Ouais. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors attends, c'est difficile. Là, en plus, tu vois, j'aurais eu plein d'idées si tu m'avais posé la question. Ouais, mais c'était tout l'intérêt de ne pas préparer les échanges.
Non, mais peut-être un gars comme Mike Horn, tu vois. Mike Horn, ouais. Parce que, non, mais c'est intéressant, parce que tu vois, pour le coup, lui, je le considère pas comme étant un comme militant. Mais je pense qu'il aurait sa place sur le podcast. C'est-à-dire que, pour moi, il a compris quelque chose dans la nature qui est hyper intéressant, et je pense qu'il aurait vraiment quelque chose à transmettre, et qu'il a peut-être aussi ce truc-là du militantisme, du nouveau militantisme dont je te parle, tu vois. Dans le sens où il donne vraiment envie aux gens, et il a vraiment compris des choses, et je le vois parce que j'ai vécu aussi dans la nature, et je pense vraiment, moi, à une plus petite échelle, j'ai vécu un peu ce qu'il a pu vivre, et je pense que ce serait intéressant de creuser là-dessus, quoi. Voilà. Ok, merci pour ta suggestion. On se dit à très bientôt, Arthur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Cet épisode en compagnie d'Arthur est maintenant terminé. Merci par avance pour vos retours et vos partages afin de faire connaître À Voix Libre au plus grand nombre. Sur avoixlibre.substack.com, vous retrouverez des ressources pour aller plus loin suite à cet épisode. Mon épopée parisienne va me permettre d'enregistrer les épisodes suivants, avec des invités que j'ai hâte de vous faire connaître. À très vite donc, sur toutes les plateformes d'écoute, et d'ici là, n'oubliez pas, engagez-vous.